Eh bien voilà, c'est fini. Nous venons de passer 2 jours et demi ensemble pour ces 20e rencontres d'Aix. Ça s'est passé à la Maison de la Radio, comme vous le savez. C'était très émouvant, très touchant. Et ça a été tout simplement formidable. J'ai pas d'autres mots à employer, tout simplement parce que à la fois la technique, l'intelligence de ce qui a été dit par les 300 intervenants, voilà, tout ça a été top. Et nous allons vous en rendre compte à trois, avec mes deux camarades du cercle, Philippe Aguillon, Patrick Artus et moi-même, et vous expliquer ce que nous avons retenu de ces, je sais, quelques dizaines d'heures, et ce que nous ont dit surtout tous ceux qui ont participé aux rencontres. Je vais juste faire 3 remarques préliminaires. La première, c'est que cette déclaration, contrairement à ce qui fut notre tradition pendant les 19 années précédentes, n'est pas celle du service des économistes. C'est pour partie celle du service des économistes, mais c'est surtout celle de tous ceux qui sont intervenus, tous ceux et celles qui sont intervenus. C'est donc, on peut dire, là, une sorte de plateforme des propositions qui sont faites par tous ceux qui sont venus pendant ces 2 jours et demi. Et c'est pas n'importe qui est venu, parce que nous avons finalement fait intervenir. Alors, on prenait avec Patrick, on évoquait tout à l'heure les personnalités européennes qui sont venues. C'est exceptionnel que Ursula von der Leyen, Charles Michel, Christine Lagarde. Donc, on a eu tout ce qui dirige l'Europe. On a eu tous les représentants les dirigeants des syndicats. Nous avons eu une palette politique exceptionnelle. Nous avons eu les économistes. Bon, d'abord tous les économistes du service économiste, rien que ça, ce serait déjà top. Mais on en a eu beaucoup d'autres, dont, je sais pas, Olivier Blanchard, etc., etc., etc. Donc, j'allais dire, cette diversité des opinions nous permet maintenant d'affirmer que nous ne sommes pas la vérité, mais que ce qui a été dit pendant ces 2 jours et demi représente pour partie, assez largement, l'opinion qui prévaut j'allais dire, dans notre pays. Et donc, c'est un point qui est important. Deuxième remarque, ce qui est apparu également pendant ces 2 jours et demi, c'est ce besoin de débattre. On a eu beaucoup de chance. Il se trouve que nous sommes le premier grand débat. C'est comme ça. C'est juste une question de calendrier. Peut-être que d'autres auraient fait aussi bien, et j'espère que ce sera le cas. Mais nous ne voulons pas être le débat. Nous voulons être le lancement du débat avant que soient lancées les grandes initiatives du gouvernement que nous souhaitons tous, évidemment, les plus efficaces, les plus possibles et les plus rapides, mais il est clair que les Français ont besoin de s'exprimer, que le débat doit être le plus large. Ils nous l'ont tous dit, j'allais presque dire que les 300 personnes ont exprimé ce souci, et donc il faut que nos dirigeants aient bien cela en tête. Dernière remarque, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, le fait que le thème doit être, et les propositions doivent être bien clarifiées. Il y a en fait 3 grands moments. Ça a été très bien redit d'ailleurs par Olivier Blanchard dans son intervention aujourd'hui. Il y avait eu un moment qui est celui au fond de la protection. On a protégé le capital, Patrick va en parler tout à l'heure, on l'a protégé. Maintenant, on est dans une phase de transition. Nous pensons tous que cette phase de transition, qui est en réalité faire face aux urgences aéronautiques, urgences automobiles, urgences des jeunes, urgences de ceci, urgences de cela, que c'est loin d'être fini. Et donc, ce sont des mesures qu'il faut prendre en ayant en tête l'idée que nous ne sommes pas, j'allais dire, capables de résoudre tous les problèmes à la fois. Et puis, il y a la troisième étape, qui est celle qui consiste à redessiner peut-être la croissance dans notre pays, dans nos pays. C'est, j'allais dire, en réalité très difficile, délicat, ça touche des tas de sujets auxquels nous sommes tous très attachés, le climat, les inégalités, la maîtrise de la technologie, l'Europe, tout ce qu'on peut imaginer, mais il y a des mesures qui seront communes aux deux, mais faisons attention à ne pas avoir de confusion sur ces thèmes-là. C'est ainsi que, dans cet esprit, avec mes camarades, nous allons vous présenter les 16 propositions qui sont des propositions issues elles-mêmes d'une, je crois, 80 propositions que nous avons, j'allais dire, débattues, et qui sont, non pas la feuille de route du gouvernement, ce serait bien trop prétentieux, mais c'est pas forcément idiot de s'en inspirer. Donc, je les prends, elles touchent 8 domaines qui sont, vous allez les voir défiler, mais je commence, moi, sur le premier domaine qui nous paraît la plus grande urgence. Il faut être lucide sur le fait, que nous sommes tous, évidemment le gouvernement, mais lucide sur le fait que dans 2 mois,
dans notre pays, vont arriver sur le marché du travail 600 à 700 000 jeunes, dont, disons, les 2 tiers sont des qualifications assez fortes et un tiers est un peu en dehors des qualifications, j'allais dire, de base. Et il faut que ce problème soit traité de manière urgente et radicale. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, les économistes le savent, que si quelqu'un rentre dans une phase qui est une mauvaise phase et qui n'est pas intégré sur le marché du travail, ça le suit pendant de longues années de leur vie. Donc, nous proposons, j'arrive à notre proposition, que pour ces 600 000 personnes ou 700 000 personnes jeunes, nous ayons soit l'engagement, et on va l'avoir d'ailleurs, des autorités patronales, que ce soit le MEDEF, que ce soit la CGE, la CGPME, que ce soit l'UDP, qui nous disent, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se portent bien, oui, on en prend un sous forme de 1, 2, 3, 4, sous forme de contrat de travail normal, d'apprentissage, ou de toute forme possible, qui permet de les intégrer sur le marché du travail. Et nous suggérons évidemment qu'au-delà de ce que le gouvernement a proposé, qui est un peu, j'allais dire, étalé sur 3 ans, qui est un peu compliqué, on ait une prise en charge assez importante. N'oublions pas que toute une large partie de la population française a été prise en charge, les vieux et les jeunes, les actifs. Eh bien, il faut faire la même chose pour les jeunes. Pour ceux qui ne seraient pas pris dans cette sortie très positive, nous proposons que on forme, j'allais dire qu'on leur donne une formation d'1 an de plus selon les qualifications, ce qui conduit notamment pour les non qualifiés à développer à toute allure des écoles de la seconde chance. Pour ceux qui poursuivent des études, leur donner 1 année de plus qui permettent finalement d'accroître leurs compétences et qu'ils soient rémunérés, les jeunes, rémunérés au niveau du RSA, ce qui, dans les faits, en réalité, leur permet de subvenir pour partie à leurs moyens. Enfin, pour les jeunes actifs, nous sommes tous sidérés sur le fait que, Patrick Artus va en reparler, la hausse des prix de l'immobilier va devenir un problème. C'est déjà très difficile. Les jeunes ne peuvent pas se loger, ne peuvent pas acheter. Donc nous proposons qu'il y ait toute une série de mesures qui permettent à la jeunesse de ce pays, les jeunes actifs, de pouvoir acquérir ou louer dans des conditions qui soient favorables. Alors il y a des tas de mesures qui sont prises ou proposées, que ce soit j'allais dire, le contrôle du foncier, comme vous savez, ça joue beaucoup, la suppression de la TVA pour les primo-accédants, c'est-à-dire les jeunes, que ce soit ce qu'on appelle le démembrement de l'acte d'achat entre celui qui achète pour l'usufruit et celui qui finalement aura la nue propriété. Donc on est tout ce qui permet en réalité à notre jeunesse de pouvoir rentrer sur le marché de la vie de manière normale, et profitons de cette période pour lancer des programmes majeurs. Ayant dit cela sur la jeunesse, je passe la parole sur le deuxième thème, qui est le thème de l'innovation et des filières productives à relancer, à Philippe Aghion, qui en est un grand prêtre. Non, merci beaucoup, Jean-Hervé. Donc, en fait, ce que la crise du Covid a révélé, la crise du Covid a été un révélateur de problèmes plus profonds que nous avions déjà bien avant. Et un des gros problèmes, c'est que depuis notamment le début des années 2000, la France a trop délocalisé et trop désindustrialisé, par rapport à l'Allemagne notamment. Et on a perdu la maîtrise de nos chaînes de valeur, y compris dans des domaines stratégiques, notamment la santé, mais également dans beaucoup d'autres domaines. Donc, pour reconquérir la maîtrise de nos chaînes de valeur, eh bien, c'est par l'innovation que ça va se passer. Il faut investir massivement dans la recherche et l'innovation. Et en particulier, nous proposons la création d'agences européennes sur le modèle des DARPA. DARPA, c'est Defense Advanced Research Project Agency. C'était des agences créées au moment de la guerre froide aux États-Unis pour les innovations de rupture. C'était dans le domaine de la défense. Mais après, ils ont créé une DARPA dans le domaine de l'énergie et puis dans la santé. Eh bien, nous proposons de créer des agences européennes sur le même modèle que les DARPA ou les BARDA pour financer les innovations de rupture. Ces agences couvriraient des domaines de la défense, de l'énergie, du numérique et de la santé pour relancer une vraie politique industrielle européenne. Par ailleurs, nous pensons qu'il faut mettre en place un véritable Buy European Act sur le modèle américain pour réserver en priorité aux entreprises européennes l'accès au marché
marchés publics dans certains secteurs stratégiques, à nouveau la santé, les énergies renouvelables, le numérique, et donc créer l'équivalent américain, de faire d'un Buy European Act, et donc relancer l'Europe par l'investissement, par l'innovation, par une maîtrise de nos chaînes de valeur. Oui, je continue. On n'est qu'au début de cette crise, hein, et ce qu'il faut essayer de monter comme politique économique, c'est une politique qui évite que nos économies se délabrent dans la tendance, hein, dans les 2 années qui viennent, qu'on continue à avoir une dégradation de notre situation économique. Et pour ça, il faut éviter un certain nombre de pièges. Le premier piège, c'est évidemment soit des faillites d'entreprises bien entendu viables, hein, qui pourraient continuer, soit ce qu'on appelle des entreprises zombies. Hein. Les zombies, c'est des entreprises qui sont tellement couvertes de dettes ou qui ne survivent que de subventions et qui du coup sont pas du tout dynamiques, n'investissent pas, ne se développent pas, n'innovent pas. Un des gros problèmes évidemment aujourd'hui, c'est qu'on a permis aux entreprises de tenir en les endettant. On a une hausse massive de l'endettement des entreprises et on sait qu'une très grande proportion des entreprises qui sont aujourd'hui beaucoup plus endettées auront du mal à rembourser cette dette et risquent de disparaître à cause de cet endettement, ou en tout cas risquent de couper massivement leurs investissements, ce qui serait exactement l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc nous suggérons quand je ne rentre pas dans les détails de la technique financière, un certain nombre d'opérations qui permettent en fait d'aller le plus près possible de ce qui serait une annulation, hein, d'un certain nombre de crédits, d'un certain nombre de dettes des entreprises, en particulier des prêts avec la garantie de l'État, hein, qui vont atteindre 150 milliards d'euros. Il peut s'agir de transformer cette dette en une dette très longue, il peut s'agir de maintenir la garantie de l'État pour que les taux d'intérêt restent extrêmement bas, mais il faut surtout éviter que les entreprises soient accablées de dettes, hein, dans le moyen terme. Alors, deuxième problème qui tire 2 mesures suivantes, c'est le fait que cette crise va conduire à quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer, qui est une très grosse déformation de la structure entre les secteurs d'activité de nos économies, et en particulier l'économie française. Il y a beaucoup de secteurs qui vont être durablement en difficulté, et par contre, il y a beaucoup de secteurs qui vont beaucoup créer d'emplois. Le problème, c'est qu'évidemment, les qualifications des premiers ne sont pas les qualifications des seconds. Si vous êtes un salarié perdant son emploi chez Renault, c'est pas évident d'aller travailler tout de suite dans une société de services informatiques ou dans la distribution en ligne. Et aussi, il y a un problème géographique. Les nouveaux emplois ne sont pas du tout forcément dans les mêmes villes, hein, que les emplois qui vont disparaître. Donc nous proposons 2 mesures. La première, c'est un développement considérable de la formation, mais dans une manière où on porte le salarié vers les nouveaux emplois, en lui maintenant son revenu et en le formant. C'est du chômage partiel long associé à une formation. Donc vous avez vu que le gouvernement, évidemment, a ça à l'esprit. Et la seconde mesure, c'est une garantie de logement. C'est que des salariés qui doivent bouger, l'État ou les collectivités locales se débrouillent pour lui donner un logement à l'endroit d'arrivée. Vous savez que la difficulté à se loger bloque la mobilité géographique des salariés, est une des causes massives du chômage. Dernière chose, avant de repasser la parole à Philippe, ce que nous a appris cette crise, c'est qu'alors qu'on croyait avoir un système de protection sociale extrêmement efficace, il y a plein de trous dans ce système de protection sociale. Il y a, vous savez, ce qu'on appelle le filet de sécurité, il est troué. Il est troué pour les artisans, pour les intermittents, pour les intérimaires, pour ceux qui ont décédé des cours, pour des indépendants. Et donc, nous proposons d'étendre, évidemment, le filet de sécurité. Et une des façons de faire, et c'est aussi quelque chose sur lequel le président de la République s'était engagé, c'est de regrouper ce fouillis de prestations sociales pour les plus pauvres. Il y a un nombre hallucinant de prestations avec des conditions de revenus différentes, des administrations en charge différentes, en une grande prestation unique, hein, de lutte contre la pauvreté, hein, qui serait le début du système de protection sociale. Et après ça, on bascule dans la prime d'activité en ce qui concerne des personnes qui ont un emploi. Et voilà. Donc faisons cette espèce de revenu universel pour les plus pauvres qui complétera notre système de protection sociale. Philippe. Donc un axe suivant, c'est de lutter contre les fractures territoriales et d'engager une nouvelle étape de la décentralisation. Ce qu'a révélé la crise du Covid, c'est que la France souffre d'une centralisation excessive. On a vu le désastre de l'ARS, ça a été désastreux. Moi, je connais des professeurs de la Pitié, l'hôpital La Pitié, qui ont écrit des lettres demandant l'autorisation de faire des tests. Au bout de 2 mois, on leur a dit qu'on examinait leurs demandes. On sait le désastre de la bureaucratie. Voilà, c'est un exemple, l'ARS, c'est symptomatique.
Donc il faut vraiment décentraliser. Il faut décentraliser avec l'idée, et c'est ce qu'on n'a pas fait dans les réformes de décentralisation précédentes, autant qu'on aurait dû le faire, en mettant en avant le principe que lorsqu'une compétence est transférée de l'État central vers la région ou la métropole, l'État central s'en dessaisit. On ne rajoute pas un étage au millefeuille. Il y a vraiment l'idée, l'État se dessaisit quand il transfère. Donc ça peut être pour les métropoles, logement, urbanisme, transport, pour les régions, emploi, éducation, santé. Eh bien, si on transfère, c'est un véritable transfert. Et on pense qu'il est nécessaire de donner aux régions en particulier toute compétence sur l'emploi en s'appuyant sur les bassins d'emploi et leur permettre d'avoir leurs fonds propres d'investissement. Donc ça serait vraiment une nouvelle manière, plus allemande, je veux dire plus rhénane, de faire de la décentralisation. Alors maintenant, je passe à un autre domaine qui est celui du dialogue social. Ben là, on a un nouveau Premier ministre qui très gentil, annonce qu'il va être l'homme du dialogue social. Eh bien, moi, je crois qu'il faut faire des pas concrets vers davantage de dialogue social. À nouveau, le tropisme rhénan et scandinave nous inspire. C'est d'aller vers une situation où les employés et les corps intermédiaires ont beaucoup plus leur mot à dire dans la gestion des entreprises. Voilà. Et un premier pas dans cette direction, c'est de rendre obligatoire le chèque syndical dans les entreprises, titre de paiement émis par l'employeur aux salariés, afin que ce dernier puisse financer un syndicat de son choix sans avoir à y adhérer. Le chèque syndical est financé en entier ou en partie par l'employeur. Je crois que le chèque syndical, c'est vraiment un premier pas vers le syndicat de masse, vers un rôle beaucoup plus important des corps intermédiaires dans l'entreprise. Je crois que la France, par rapport à d'autres pays voisins, souffre du fait que tout est décidé d'en haut. Donc de la même manière qu'il faut décentraliser à l'échelle du pays et de faire confiance davantage aux régions et aux métropoles, etc. Pareil au niveau de l'entreprise. Et nous pensons que le chèque syndical, et d'aller vers vraiment davantage de dialogue social, c'est la voie de l'avenir. En gros, si vous voulez, je crois que le succès, il y a le marché, il y a l'État et il y a la société civile et les corps intermédiaires. Et en France, le troisième élément, trop peu d'importance par rapport aux deux autres. Et je crois que les pays qui marchent bien, c'est les pays qui donnent un rôle équilibré, marché, État, société civile. Je passe la parole, madame. Oui, alors on m'a confié le dossier douloureux du pouvoir d'achat, qui est un dossier qui n'est pas simple en France. Si on est aux États-Unis, on fait comme Joe Biden, on dit il n'y a pas de problème, on va doubler le salaire minimum, et ça a une logique absolument impeccable dans le cas américain. Vous savez que la France est un pays très particulier parmi les pays de l'OCDE, c'était le pays avec l'Italie où en réalité il n'y a pas eu d'anomalie dans le partage des revenus. Les salaires ont augmenté à peu près au même rythme que la productivité depuis 30 ans, ce qui n'est pas du tout le cas dans la grande majorité des grands pays. Donc malheureusement, parce que sinon on aurait un remède simple qui serait de proposer une hausse massive et généralisée des bas salaires. Malheureusement, faire cela en France serait dangereux, je crois que ce serait extrêmement dangereux pour l'emploi peu qualifié. On a plein de travaux, y compris récents, qui nous confirment la très forte sensibilité de l'emploi peu qualifié au coût du travail. Donc malheureusement, on ne peut pas faire ce que propose Joe Biden. Donc ce que nous suggérons, c'est quelque chose qui est parfois critiqué par certains syndicats, mais je pense que c'est une piste intéressante, c'est de généraliser absolument à pratiquement toutes les entreprises, en tout cas au-delà d'un seuil très faible, les mécanismes de participation et d'intéressement et d'actionnariat salarié. Vous savez qu'il y a la grande majorité des grands groupes ont des mécanismes d'intéressement et de participation. Il n'y a que 10% des PME, TPE qui ont un mécanisme d'intéressement. Ça crée une très grande inégalité entre les salariés des PME et les salariés des grands groupes. Et puis, c'est faisable, c'est acceptable, c'est du pouvoir d'achat qui ne détruit pas la compétitivité. C'est faisable techniquement. Et donc, je crois que c'est une bonne piste. Et je crois qu'il faut résister à la critique qui consiste à dire que c'est un substitut au salaire que le patronat ne veut pas donner. Le patronat, surtout après cette crise, donnera beaucoup plus facilement de l'intéressement et de la participation que des salaires, vu l'état des entreprises. Donc regardons ça avec sérieux et faisons quelque chose rapidement. Le territoire de réflexion suivant nos propositions porte sur le fonctionnement de l'État. Alors vous voyez, tous les jours, on vous dit alors la dette, elle augmente, est-ce qu'on va la rembourser, pas la rembourser? Nous pensons que ça n'est pas l'urgence du problème, ça n'est pas le problème. Ce qui apparaît dans notre pays, c'est le fait que, en réalité,
au fond, notre État et notre fonctionnement, comme je dis, État, c'est aussi bien l'État central que les collectivités locales, que la fonction hospitalière, ont des mérites formidables, mais puis il y a des failles, il y a des trucs qui marchent pas bien, tout le monde le sait. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait évidemment ne pas toucher au statut de la fonction publique, c'est pas la question, c'est pas le problème, mais qu'en revanche, il fallait totalement modifier la logique même de fonctionnement de l'État. On s'inspire d'ailleurs d'une réforme française qui n'a jamais été appliquée pour des raisons assez simples. Elle s'appelait la LOLF, elle avait été votée à l'unanimité. C'est une des rares lois qui n'a jamais été votée à l'unanimité. Puis ça a été abandonné, vous vous en souvenez, il y a eu, on a raboté toutes les dépenses publiques et pouf, je t'en enlève 5%. Ça marche pas comme ça n'a pas bien marché, ça s'appelait la RGPD. Et nous, notre idée, c'est de dire, on inverse la logique de fonctionnement de nos dépenses publiques qui sont nécessaires et qui sont très importantes. C'est non plus de fonctionner avec des gros instruments qui reconduisent des moyens année après année, mais c'est de fixer des objectifs. On fixe des objectifs, les moyens sont associés aux objectifs et on évalue l'atteinte de ces objectifs. Alors on l'évalue aussi bien pour l'institution que pour j'allais dire, les gens qui la dirigent. Vous voyez bien que nous avons évalué de fait, avec beaucoup d'admiration, ce que le secteur hospitalier a fait, public et privé, dans les derniers mois. Donc nous sommes sensibles à ça. Il y a d'autres secteurs qui marchent moins bien. Donc au fond, nous voulons renverser la logique de fonctionnement de l'État en remettant en place la LOLF. Ça ressemble d'ailleurs assez clairement mais avec des statuts publics beaucoup plus affirmés que ce qui a été fait dans un pays qui marche bien sur ce point-là, qui s'appelle la Suède, et qui a des agences publiques, des agences qui prennent ça en charge. Il ne s'agit pas de copier les Suédois, il s'agit juste de dire maintenant ce qui consiste, ce qui est important, c'est on a un problème par exemple de qualification des jeunes, eh bien on fixe un objectif, cet objectif il est atteint ou il n'est pas atteint. S'il n'est pas atteint, il y a deux raisons possibles, soit il n'y avait pas assez de moyens, on rajoute les moyens, soit il y avait finalement une mauvaise politique menée et on change la politique et éventuellement on tape sur les doigts de la personne qui a mal mené la politique. Philippe. Non. Si, Si. Lequel? Le leadership en morale de l'Europe. Ah d'accord, c'est moi, d'accord. Ah, c'est toi. D'accord. Voilà, donc, eh bien, donc il faut que la France et l'Europe, surtout l'Europe, eh bien, reprennent le leadership dans le secteur du numérique. Donc, j'avais mentionné tout à l'heure la création d'un DARPA digital. Donc, ça, c'est un des axes. Il faut redéfinir le cadre des marchés du numérique. Il faut protéger les données personnelles au niveau européen avec la mise en place du Cloud European Act pour s'assurer que ces données restent la propriété des Européens. Par ailleurs, au niveau individuel, il faut mieux réglementer le consentement au partage des données privées sur les sites afin de renforcer la maîtrise des données personnelles par les individus. Voilà, donc maintenant je passe au climat. C'est toujours moi, donc en fait, voilà. Alors comment penser la lutte contre le réchauffement climatique? Eh bien, il faut faire le contraire de ce qu'on a fait avec la taxe carbone qui a conduit aux gilets jaunes. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer l'idée de taxe carbone, mais il faut vraiment penser que la lutte contre le réchauffement climatique, ça va se faire par l'innovation. L'innovation à tous les niveaux, y compris par les individus dans leur manière de vivre. C'est l'innovation verte qui est le maître mot de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce réchauffement, cette lutte, eh bien, par l'innovation, elle va se faire à travers différents instruments. Évidemment, le prix du carbone, c'est important d'avoir toujours en référence un prix du carbone qui évolue comme au cours du temps. Il faut également les subventions à l'innovation verte. Il faut la DARPA énergie dont je parlais tout à l'heure. Il ne faut pas se priver de taxes carbone aux frontières contre les pays qui sont ce qu'on appelle des paradis de pollution. Il y a des pays qui disent ah ben tiens, si l'Europe fait des politiques environnementales, nous on peut devenir l'endroit qui accueille toutes les firmes qui polluent et on réexporte. Donc là non, les taxes carbone aux frontières se chargent de ça. Et puis je crois que maintenant il y a des nouveaux éléments très importants. Les entreprises, il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, ça devient quelque chose de très important. Et il y a un rôle nouveau des banques centrales et des banques commerciales pour responsabiliser les entreprises et pour mettre au pas les entreprises qui n'ont pas un bon bilan carbone. Et il y a ce qu'on appelle les climate stress tests. Et donc, vous voyez, il y a toute une série d'outils qui forcent les entreprises à innover plus vert et à produire plus vert. Et il faut mobiliser l'ensemble de ces instruments-là. Donc, il faut avoir une vision qui n'est plus du tout la vision étroite de la taxe carbone bébête qui nous avait conduit dans le mur il y a 2 ans. Il faut avoir une vision totalement différente de la lutte contre le réchauffement climatique. J'espère que le Premier ministre en prendra bien de la graine. Fait différent de ton prédécesseur. Voilà. Bon, je finis.
donc 16e ou 15e, je sais plus, proposition. On voit dans tout ce que nous avons dit, il y a un considérable besoin de financement à long terme. Il y a l'éducation, le numérique, le climat, les télécoms. Enfin, il y a une liste incroyable de la santé. Enfin, il y a un nombre incroyable de financements à long terme. Et ils ont une autre caractéristique, c'est qu'ils sont assez risqués. Dire chercher un nouveau vaccin, c'est risqué, ça peut ne pas marcher. La recherche dans le domaine climatique, c'est risqué. Capture du carbone, on ne sait pas si ça va marcher. Enfin, donc il faut qu'on soit capable en Europe, parce que ça, d'avoir une masse de financement à long terme, mais qui prennent du risque. Alors ceci est extrêmement compliqué. Et pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que le capitalisme moderne exige une rentabilité très forte du capital. Exiger une rentabilité très forte du capital, c'est la même chose que d'avoir un horizon court. Donc l'horizon long, c'est pas dans l'ADN du capitalisme contemporain. Et puis la seconde chose, c'est la demande de sécurité des épargnants, d'autant plus que les épargnants, comme le reste de la population, vieillissent, puis que c'est les riches qui ont l'argent, comme vous le savez. Et donc voilà. Donc il faut être capable d'avoir des investissements longs qui prennent du risque, si on veut faire tout ce qu'on vous a dit, avec une contrainte qui est qu'il va falloir donner une rémunération suffisante à l'épargne et qu'il va falloir préserver la sécurité de l'épargne. Très compliqué. Il n'y a pas 36 possibilités. Il y a une première possibilité, c'est d'agir sur les réglementations des grands investisseurs institutionnels. Les assureurs doivent financer davantage l'économie, les startups, l'innovation. Et la seconde possibilité, c'est le mélange public-privé. Je crois qu'on va vers un monde où il y aura beaucoup plus d'associations, des banques privées, des investisseurs privés, des banques publiques, pour arriver à un mix de financement qui permettent de faire ces investissements longs. Juste un dernier mot là-dessus. Le rôle de l'Europe, on en parlait avant, est majeur. L'Europe a une capacité de financement long à risque considérable, il faut évidemment l'utiliser. Et puis, les taux bas, c'est une grande opportunité, parce que plus les taux d'intérêt sont bas, plus il est facile de financer le long terme. Donc, c'est le moment d'en profiter, quoi, voilà. Jean-Hervé, non, juste un dernier mot. D'abord, on est exactement à l'heure, donc on est incroyable d'avoir sorti en gros les 16 mesures qui couvrent le sujet. Alors tout ça est évidemment va être diffusé, on l'a présenté de manière rapide, mais on a fait ça en exactement 30 minutes, donc on est quand même, on a été assez efficace. Un mot à ceux qui nous dirigent, il faut débattre, débattre, débattre. Tout le monde le dit, tout le monde le souhaite, tout le monde le veut. Nous sommes, nous, par hasard des calendriers, le premier maillon d'un débat qui doit se développer dans le pays. On ne lancera pas une politique très, très, je vais dire, dynamique et très positive si on n'a pas entendu les points de vue extrêmement divers que nous avons, en tout cas, partiellement réunis dans les 3 derniers jours. Si je peux rajouter un mot, il faut rompre avec la technique du passage en force. Je crois qu'il faut vraiment que le nouveau gouvernement abandonne l'idée que c'est en passant en force qu'on réforme un pays. C'est pas comme ça que ça marche. Si je peux, c'est peut-être mon opinion personnelle. Non, on partage. Voilà. Tout ce qui est dit dans ce studio est partagé. Alors maintenant, ce qui est encore plus partagé, parce que c'est le grand moment, c'est le moment le plus sympa, c'est les remerciements. Donc, je m'exprime au nom de mes 3 camarades et derrière tous les membres du cercle. Je vais vous dire, alors d'habitude, il y a un amphi, tout le monde applaudit. Malheureusement, c'est pas le cas, mais on m'a dit qu'il y aurait la photo vous allez avoir la photo de toute l'équipe. Oh, ils sont beaux. Ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont tous très très beaux. Je peux pas les désigner parce qu'on m'a expliqué que c'est pas possible, mais vous les voyez, c'est une équipe incroyable. Et alors, je voudrais les remercier les uns après les autres. Ça va pas prendre un quart d'heure, mais je vous garantis que les applaudissements qui ne peuvent pas avoir lieu physiquement, ils sont là du fond du cœur de tous ceux qui ont été partie prenante de cette opération. D'abord, je remercie tous les membres du cercle. Alors, je remercie évidemment mes 2 camarades qui sont, tout le monde les remercie, ils sont top, mais je le fais au nom des 2 millions de téléspectateurs que nous avons, au moins. Deuxième sujet, je remercie Radio France qui nous a accueillis avec une gentillesse, une efficacité. Très, très franchement, c'est inimaginable ce qui est passé. On a eu des conversations entre la Chine, les États-Unis. C'est inimaginable. Tout ça s'est passé sans anicroche,
incroyable. Je remercie les 95 partenaires parce que il fallait y croire il y a 2 mois et demi que le Cercle des économistes, certes, avec des gens exceptionnels, tous les 34 membres sont exceptionnels, mais lance un produit comme ça, c'était incroyable et ils nous ont vraiment beaucoup soutenus. Et puis il y a cette université d'Aix-Marseille qui a accueilli toute la régie, parce que la régie, tout ce qu'on fait de la Maison de la Radio, c'est aussi organisé à partir de l'université d'Aix-Marseille, là où d'habitude on se réunit, c'est vachement sympa. Voilà, ça c'est pour les grandes institutions. Merci. Alors maintenant, je passe aux gens qui sont encore, c'est encore plus profond. Jamais cette opération totalement folle que nous avons lancée il y a 2 mois et demi n'aurait réussi, et ça a réussi, si on n'avait pas eu 2 femmes incroyables dans cette organisation. Elles sont toutes les 2 connues, mais l'une plus que l'autre, parce qu'elle est depuis plus longtemps. C'est Marie Castin, qui est notre présidente alors on a une institution, elle est la présidente du Cercle des économistes, en fait, mais société, je sais pas quoi, enfin à but non lucratif, je tiens bien à le préciser, et Anne Vernois, qui est, vous la voyez, enfin c'est difficile à voir, mais c'est elle qui sourit beaucoup, elle a des lunettes. Elle a des lunettes, difficile à repérer, elles sont toutes les 2 formidables. Il y a eu une équipe, après il y a des équipes qui ont travaillé, les 95 partenaires, ils sont pas venus par une opération céleste, c'est une équipe incroyable de 2 femmes. Alors il y a beaucoup de femmes, hein. Nous la parité, et il faut la respecter aussi dans les 2 sens, hein. Hélène Vérizère et Philippine Guérard, difficile à décrire, mais au nom de tout le monde et des 95 partenaires, merci. Après, le programme. Ce programme, on n'a jamais eu un programme comme ça. Jamais. Il était inouï, non seulement par la diversité, par le fait qu'on avait des gens de 30 pays. Enfin bon, vous l'avez, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui vont revoir dans la semaine, les milliers de personnes qui ont été, qui se sont connectées. C'est une équipe qui a monté ça. Alors je donne leur nom, évidemment. Je peux pas les désigner, malheureusement, mais c'est Thibaut Moméja, c'est Zoé Martini, c'est Lise Frisch, c'est Clément Lebourg et c'est Élie Baladou. Les 5, une équipe de 5. Franchement, je pense que nos intervenants ont dû penser qu'ils étaient 50 parce qu'ils étaient là au téléphone, partout, appelant et convainquant les uns et les autres de venir, et ils l'ont fait. Il y a une communication qui a été elle aussi très efficace et très présente. Sinon, d'ailleurs, on aurait passé dizaines de milliers de personnes qui nous suivent à l'heure actuelle. C'est Anaïs Paccard, c'est Thierry Coumagnon, c'est Julie Meffre et c'est Alban Schneider qui nous ont branchés sur tous les médias possibles et imaginables. Il y a une équipe 18-28 parce que, comme vous savez, à la fois, on a intégrer la jeunesse de manière très forte, puisqu'il y avait dans le programme à la fois les présidents de la FAGE, premier syndicat ou équivalent, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, et de l'UNEF. Et puis il y a eu une déclaration des jeunes qui s'est faite juste avant la nôtre. Et puis il y avait notre concours traditionnel, le 18-28, avec tous ces jeunes qui ont participé, 4 lauréats incroyables, c'est Sophie Parisel et Léa Levan-Bérini qui ont fait ça. Un secrétaire général, parce qu'il faut quand même des sous, et qui m'a confirmé tout à l'heure quand je montais vers ce studio avec mes 2 camarades que notre déficit était supportable et donc qu'on allait s'en sortir très bien. C'est Guillemette Deluz et Muriel Riffaut. Merci à elle, et puis elle collecte les chèques avec beaucoup de sympathie. Il y a une déclaration finale, c'est celle qu'on a préparée pour nous 3, qui a été très bien préparée. C'est, je donne les noms, Mathieu Nogues, Adeline Moret, Alexis Saint-Lager, Thomas Seron et Léa Conigny. Ils nous ont vraiment beaucoup travaillé parce qu'on a quand même fait pas la même chose. On n'a pas fait 32 versions comme d'habitude, mais on en a fait une bonne vingtaine et ils ont été exceptionnels. Après, à Radio France, je m'incline. C'est Sybille Veil et Xavier Domino qui nous ont supportés, et Dieu sait si on a été présent au sens un peu casse-pied, les coups de fil en permanence, enfin on était très inquiets. Et puis les patrons de chaîne. Évidemment France Info, Vincent Giré, évidemment France Inter, Dominique Seux, pour France Inter, Dominique Seux, évidemment et puis Laurence Bloch qui nous a beaucoup aidé aussi, donc évidemment pour France Culture, Sandrine Trainer, et pour France Musique, Marc Voincher qui a été en fait le lien avec le festival, puisque voilà, il y a un lien avec le festival d'art lyrique, et c'est un des grands
moment. Et puis, il y a des équipes de Radio France, puisque la nuit, on a tout testé, finalement, avec succès. Alors je donne leur nom parce que, au nom de tout le monde, je voudrais les remercier. C'est Romain Baignon, c'est Sandrine Bréchot, c'est Marie Bricou, c'est Alain Fauché. Alain Fauché, qui, au moment où on était le plus désespéré, a trouvé les mots qui allaient. Et puis, j'allais oublier, mais pour la fin, le plus important, Guillaume Tableau et leurs équipes. Et enfin, toute cette opération a été organisée par une équipe de production, parce que, vous voyez, si on est là, il y a des gens à Marseille qui nous suivent, si on s'est si bien entendu avec Radio France, c'est parce qu'il y a une équipe qui a produit l'affaire, qui a tout organisé. Et je m'incline, je les ai gardés pour la fin parce que ce sont, j'allais dire, pas les meilleurs. Tout le monde était bon. Mais franchement, un immense merci parce que moi, j'y croyais pas, personnellement. Et je vais vous dire que je me tape sur les doigts maintenant. C'est Laure Koum. Elle a gardé son sourire pendant ces 2 mois et demi, alors que dans les derniers jours, on était absolument paniqués. Alexandra Le Tourneur, disons, qui a vraiment aidé, Nicole Bordet, qui est notre correspondante à Aix et qui est une amie de nous tous, Lila Reto, Catherine Filon-Xuc et Alain Viviano. Alors Alain Viviano, c'est un remerciement aussi très particulier, comme à Laure Koum. C'est pour ça que je les garde pour la fin. Ça mérite la fin. C'est tout simplement le fait que c'est l'homme qui nous accueille à Aix, qui organise à Aix tout ce qu'on fait dans tous les amphis. Et là, il nous a aidés en permanence. Ils nous ont vraiment, j'allais dire, soutenus au moment où il y avait un peu de mou dans nos comportements et dans nos façons de penser. Et je voulais dire, je vois de loin notre présidente de Radio France. Franchement, merci Radio France. Merci à Laure Koum qui m'a vraiment sauvé du désespoir à plusieurs reprises par son humour et sa qualité. Et puis merci à tous les membres du cercle et merci à mes 2 camarades. Et je me remercie moi-même, donc tous les 3. Donc voilà. OK, à l'année prochaine. Peut-être aussi dans Radio France, on ne sait jamais si le confinement est maintenu. Mais franchement, de nous avoir confié, je vous applaudis parce que merci. Voilà. OK.